Hello, je suis ravie de te retrouver dans ce nouvel épisode où on va aborder un thème qui me tient particulièrement à cœur, la Kundalini. Ce mot qui circule partout, qui fait briller les yeux de toutes les personnes qui sont en quête de spiritualité et qui en parallèle fait tellement peur à d'autres personnes qu'ils le voient comme quelque chose de dangereux et d'incontrôlable. Comme tu le sais probablement, ça fait des années que je travaille et que j'explore cette énergie. Et donc j'avais à cœur de faire un épisode qui puisse vraiment répondre concrètement aux questions qu'on se pose autour de c'est quoi la Kundalini, puisqu'on entend tout et n'importe quoi autour de ce terme. Donc je vais y aller sans tabou. Je vais peut-être casser quelques croyances là autour. Donc si tu as envie d'aller vraiment creuser derrière la surface, plonge avec moi, on part à l'exploration de ce serpent, cette énergie de la Kundalini, cette Shakti. On voit fleurir partout des termes comme activation de la Kundalini, Kundalini Activation Process, Inner Dance, et on dirait vraiment que c'est le nouveau truc révolutionnaire. Donc on va commencer par le commencement. Ce n'est pas nouveau. C'est pas une nouvelle technique qui n'a jamais été explorée auparavant. Non. La Kundalini, c'est une sagesse ancestrale qui est en train de se réveiller dans nos ventres et de demander à être exprimée. Ce qui se passe, c'est qu'on est en train de vivre un changement de paradigme dont je parle tellement, où on sort de plusieurs millénaires, où on s'est concentré sur notre conscience hyper masculine cérébrale et où on s'est complètement déconnecté de notre corps. Et donc, dans cette transition, on est en train de vivre un profond chemin de retour à notre essence, où on apprend à redescendre dans nos ventres, à redescendre dans nos corps. Et la Kundalini, en fait, c'est juste l'énergie du féminin, l'énergie pure, l'énergie de vie qui s'éveille pour reprendre sa danse avec la conscience masculine. C'est le retour à cet équilibre entre énergie et conscience. Et donc, avant quoi que ce soit d'autre, pour moi, c'est hyper important de venir démystifier la Kundalini. Ce n'est pas quelque chose de dangereux. Par contre, c'est une énergie qui a été cachée, reniée, ignorée depuis plus de 5000 ans. Et du coup, elle fait peur parce qu'on ne la connaît pas. Et parce que c'est la puissance brute du vivant. Mais je suis désolée de t'en informer, si tu es en train de m'écouter, c'est qu'elle vit en toi. Parce que tu es vivante, tu es vivant, et donc tu as cette force de vie qui pulse à l'intérieur de toi. Et donc, on essaye de nous faire croire que c'est une énergie qui est dangereuse, parce que si on a peur de la Kundalini, on va pas aller l'explorer, et donc on va pas se reconnecter à notre puissance profonde, innée, fondamentale, à notre puissance créatrice. Par contre, ce qui est dangereux autour de la Kundalini, c'est les soi-disant gourous autoproclamés qui disent s'approprier sa puissance et avoir les pouvoirs magiques de l'activer à l'intérieur de toi. Et ça, encore moins venant de personnes qui ont fait 3 jours de formation et qui font des mouvements rigolos avec leurs doigts. Donc, tu vois le thème un peu de ce podcast, mais je suis là pour vraiment casser ces projections et ces fantasmes qu'on a créés autour de la Kundalini. Parce que le problème avec ces pratiques de Kundalini activation, c'est qu'elles nous déconnectent de notre puissance en nous faisant croire que c'est l'extérieur, que c'est l'autre qui a les réponses et que c'est l'autre qui va pouvoir activer cette puissance de vie à l'intérieur de nous, alors que fondamentalement c'est la Kundalini qui nous dirige et c'est pas dans l'autre sens. Et surtout, ce qui me dérange avec ces espaces où on dit qu'on travaille avec la Kundalini mais où c'est pas maîtrisé, c'est que ça peut créer une suractivation du système nerveux. Et donc ça vient renforcer nos traumas, et donc c'est ça qui contribue aussi à créer cette peur générale autour de la Kundalini et ce truc qui nous dit genre « Ah non, faut surtout pas toucher à ça parce que ça risque de faire du mal. » Alors qu'au contraire, c'est la puissance la plus belle et brute qui existe. Et c'est le moment qu'on s'autorise à la nourrir dans notre corps, c'est le moment qu'on revienne cultiver cette Kundalini. Donc voilà, dans cet épisode, on va explorer tout ça. On va explorer qu'est-ce que c'est que la Kundalini, comment distinguer une montée prématurée ou spontanée de Kundalini d'une montée consciente. Je vais aller plus en profondeur sur, ok, qu'est-ce que c'est en réalité ces Kundalini Activation qu'on voit apparaître un peu partout et comment travailler et faciliter des espaces avec cette énergie de manière sécure. Et si cet épisode te parle et que tu as envie d'explorer cette énergie d'une manière encore plus ancrée directement dans la matière, c'est ce que je propose dans le temple de Shakti, où on apprend à cultiver cette énergie à l'intérieur de nous, à nous réapproprier sa puissance. Et je lance la formation Femme Médecine dans laquelle on va justement apprendre à tenir des espaces d'activation de notre force de vie, de notre énergie vitale, de manière sécure et ancrée.
Alors, commençons par le commencement. C'est quoi la Kundalini? C'est simplement, comme je l'ai dit dans cette introduction, l'énergie de vie. En fait, c'est l'expression du féminin. Donc c'est la force créatrice. C'est l'énergie brute du vivant qui danse avec Shiva, qui est la conscience. Et quand cette énergie, Shakti, la Kundalini, vient s'unir à cette conscience, Shiva, eh bien on revient à l'unité, on se reconnecte à cette conscience profonde et innée qu'en fait on n'est pas séparé, qu'on fait partie de l'univers. Donc la Kundalini, c'est ce qui va animer les étoiles, les planètes, les minéraux, les végétaux. C'est le rythme profond et intime de tout le vivant qui pulse autour de nous. Et du coup, elle vit en chaque chose dans cet univers. C'est vraiment l'essence, la source. Et donc, elle vit à l'intérieur de toi. Et traditionnellement, on la représente comme un serpent qui est levé, endormi, enroulé à la base de notre colonne vertébrale. Et cette énergie, en fait, elle va s'éveiller dès qu'on commence à cultiver notre énergie vitale, donc c'est ce qu'on appelle notre prana. Et elle est intimement liée à notre énergie sexuelle. En fait, notre sexualité sacrée, c'est l'une des voies privilégiées pour venir nous reconnecter à cette puissance du vivant. Mais forcément, cette sagesse innée qui vit en fait directement à travers notre corps et à travers notre puissance sexuelle, on vit dans un système qui a créé de la honte, du jugement, des traumas, des blessures émotionnelles, des limitations autour de la sexualité. Et ça fait que, en fait, on est venu complètement conditionner notre désir. On est venu l'enfermer, on est venu le limiter, le fermer derrière les portes closes de notre chambre à coucher. Et donc, on a perdu ce pouvoir, cette puissance, cette sagesse innée qui sait en fait comment activer notre énergie vitale à travers notre sexualité pour pouvoir la déployer à l'intérieur de nous et nous reconnecter au tout et expanser notre conscience. Et c'est ça la Kundalini, c'est la reconnexion à nos origines sacrées, c'est ce retour à l'unité depuis l'intérieur de nous-mêmes. C'est en fait cette capacité d'ancrer le paradis dans la matière, de réaliser qu'on peut déjà ici, maintenant, dans le vaisseau de notre corps, vivre un état de grâce, d'amour et d'unité. Donc tu vois juste en quelques minutes à quel point la Kundalini c'est un concept qui est juste immense et qui ne se vit pas juste à travers une Kundalini activation. Ça en fait partie, ça peut aider à nous reconnecter à ça, mais c'est bien plus vaste que ça. Et donc ce qui se présente de plus en plus, c'est ce qu'on appelle des montées prématurées ou des montées spontanées de la Kundalini. En fait, les vibrations de la Terre sont augmentées de manière tellement exponentielle qu'elles viennent comme activer d'un bloc toute l'énergie qui est présente à l'intérieur de nous. Et donc, une montée prématurée, en fait, ça s'apparente à mettre les doigts dans une prise de 1000 volts alors que notre corps ne peut en supporter que 250. Donc c'est important d'avoir conscience qu'on romancise en fait les montées de Kundalini en disant ah ouais cette personne elle a vécu une expérience mystique, il y a tout son corps qui s'est mis à trembler, elle s'est connectée directement à son canal, etc. Mais en fait, c'est pas du tout quelque chose à envier, les montées prématurées ou les montées spontanées de la Kundalini. J'ai beaucoup de personnes autour de moi qui l'ont vécu, des clientes et des amis. Et c'est extrêmement violent. Donc c'est important de venir désacraliser ces montées de Kundalini et vraiment comprendre que c'est pas parce qu'on a vécu une montée spontanée de Kundalini qu'on est éveillé, qu'on est illuminé, qu'on est privilégié, qu'on a été choisi par le divin ou je ne sais pas trop quoi. Pour moi, comme je le vois, comme je le perçois avec toutes les personnes que je connais, avec qui j'échange, que j'accompagne, qui ont vécu ces montées extrêmement intenses, c'est qu'en fait, quand on vit ça, quand on vit notre corps comme s'il était branché sur 1000 volts, alors qu'à ce moment-là, on peut en supporter que 250, c'est que c'est un wake-up call, c'est une alarme. Souvent, ça va arriver à des personnes qui sont en mode fuite, qui sont dans un job qui leur correspond pas, dans un environnement qui les nourrit pas, dans une relation qui les blesse. Et du coup, c'est le moment où leur âme dit stop parce qu'ils n'ont pas vu les autres signaux qui ont été envoyés auparavant et qui vient activer tout d'un coup un immense processus de nettoyage. Sauf qu'en règle générale, c'est beaucoup trop d'un coup. Une montée prématurée de la Kundalini, ça va ressembler à des convulsions,
des sensations incontrôlables, l'impression de se faire pipi dessus, le corps qui tremble, des spasmes qui peuvent durer jusqu'à plusieurs heures. Ça peut être l'impression d'être traversé par un courant électrique qui est ultra puissant, comme s'il y avait littéralement un train qui venait rentrer depuis la base de notre colonne vertébrale et qui venait traverser tout notre corps jusqu'au niveau de notre crâne. Ça peut être des sensations sexuelles incontrôlables, donc on peut avoir des orgasmes spontanés qui peuvent durer de nouveau des heures, une sensation de brûlure dans la colonne, des picotements partout. Ça peut être une ouverture soudaine et genre vraiment instantanée à tous les mondes subtils, donc c'est comme si tous les fils disparaissaient et qu'on pouvait voir tout ce qu'on ne pouvait pas voir jusque-là. Et surtout, en règle générale, ça va amener un désancrage total, une incapacité à gérer son quotidien et une hypersensibilité extrême. Donc souvent, comme c'est tellement intense, c'est un méga choc pour le corps et le système nerveux. Et du coup, la personne qui vit ça, souvent, elle voudra plus manger, elle voudra plus boire parce que juste, elle n'arrive pas à assimiler ce qui s'est passé. Donc t'imagines bien que si ça évolue à quelqu'un qui n'évolue pas du tout dans un univers ouvert à la spiritualité et qui n'est pas du tout connecté au monde subtil, bah la personne va juste croire qu'elle est devenue folle. Et malheureusement, il y a énormément de patients en psychiatrie qui ont en réalité simplement, entre guillemets, vécu une montée de Kundalini, mais qui n'étaient pas entourés par des professionnels ouverts à ça, qui ne savent pas du tout ce que c'est en fait, et qui du coup sont traités avec des médicaments lourds qui les coupent entièrement de leur sens, de ce pouvoir vital qui s'est éveillé en eux, et qui se retrouvent souvent dans des asiles ou en tout cas en complète déréalisation en fait. Alors, quand ces montées spontanées arrivent à des personnes qui sont déjà dans l'univers spirituel, c'est souvent un peu plus doux parce que du coup, elles peuvent aller chercher de l'aide, elles peuvent être accompagnées de manière consciente par des personnes qui savent ce que c'est que la Kundalini et qui savent les aider à s'ancrer, les aider à apprivoiser tous ces dons et toute cette hypersensibilité qui s'est activée, qui peuvent les aider à vraiment rester dans leur corps. Mais ça reste souvent une expérience très traumatique et ça prend plusieurs mois, voire années pour s'en remettre. Et comme je disais avant, comme c'est un peu l'équivalent d'un wake-up call de son âme, bah, la plupart du temps, leur vie, elle change du tout au tout. Il y a un changement de travail, il y a une séparation, on va vivre sur un nouveau lieu de vie, ce qu'on aimait faire avant, bah on n'aime plus le faire. Cette montée vient vraiment réveiller les personnes qui la vivent pour leur montrer où elles ne sont pas alignées avec le plan de leur amant. Donc voilà ce que c'est une montée spontanée ou prématurée de la Kundalini. Ça donne pas très envie en réalité. Et du coup, si tu m'écoutes et que cette expérience résonne en toi, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui vivent ça et qui ne savent pas ce que c'est. Donc si tu sens que ça vibre en toi, bah déjà, sache que t'es pas seule et que c'est ok. Et si ça s'est passé, même si ça a pu être extrêmement traumatique, aie conscience que ça veut dire que t'étais prête. Et surtout, c'est important pour moi de rappeler et de dire clairement qu'on ne peut pas contrôler une montée spontanée de Kundalini. Donc, c'est aussi important de déculpabiliser. C'est pas quelque chose que t'as fait, c'est pas que t'as fait trop de pratiques, c'est pas que t'as fait quelque chose de mal, ou quoi que ce soit. C'est vraiment que cette force de vie en toi souhaitait s'élever et t'ouvrir à de nouvelles perspectives. Par contre, c'est important, quand on vit une montée spontanée de Kundalini, d'aller ensuite travailler de manière consciente sur son champ énergétique. Parce qu'en fait, ces montées-là, elles viennent comme ouvrir tous nos canaux d'un bloc, et il y a besoin de faire un travail d'intégration et un travail d'élévation vibratoire et de déconditionnement de toutes nos croyances limitantes pour vraiment rester ancrés. Parce que sinon, le risque, c'est de rentrer assez vite dans une forme d'ego spirituel. Et donc c'est là qu'on parle du travail conscient sur notre Kundalini, de comment cultiver notre Kundalini. Et ça, c'est des pratiques et c'est une approche et c'est des sagesses et des savoirs qui existent depuis des millénaires. C'est ancestral. En fait, toutes les pratiques spirituelles qui existent ont pour but, d'une manière ou d'une autre, de nous aider à élever cette Kundalini. Alors, suivant les traditions, c'est des mots différents qu'on met dessus, mais ça revient au même en fait. C'est d'élever notre conscience, c'est de fluidifier notre champ énergétique pour nous permettre de renouer à cet état de non-dualité, pour revenir dans cette interreliance avec tout le vivant. Donc, que ce soit du breathwork ou des pranayamas, de la méditation, du tantra, les plantes cérémonielles, les psychotropes, du voice activation, les voyages au tambour, etc. En fait, c'est tout des pratiques
qui permettent de fluidifier la circulation de notre énergie pour augmenter en fait la capacité énergétique de notre corps pour que le jour où on est branché sur ces 1000 volts, on les reçoit avec douceur et pas de la manière violente que je décrivais avant dans les montées prématurées de Kundalini. Donc, une montée organique de la Kundalini, c'est jamais quelque chose qui est déclenché, ça se fait au quotidien à travers toutes nos pratiques. Et ce qui est important à conscientiser, c'est qu'en fait, pour nous protéger, on possède divers cadenas qui se situent tout au long de notre canal. Donc comme je l'expliquais, la Kundalini, elle part de la base de notre colonne vertébrale, et au fur et à mesure de ces pratiques, elle commence à s'élever le long de notre colonne vertébrale pour venir ensuite se connecter et activer notre troisième œil. Donc quand on a une montée de Kundalini spontanée, ces cadenas ils pètent d'un bloc et ils nous laissent complètement démunis. C'est comme si on n'avait plus aucun filtre pour analyser le monde. C'est vraiment comme si on était brûlé au 2e degré et qu'on nous exposait au soleil sans aucune protection. Donc c'est vraiment pas cool. Et c'est pour ça que le but de tout travail énergétique, c'est de fluidifier notre énergie pour libérer ces cadenas au fur et à mesure sans se prendre cet immense mur dans la gueule. Donc je vais rapidement te présenter ces 3 cadenas. Le tout premier, il se trouve au niveau de notre chakra sacré. Le deuxième, ensuite, il se trouve au niveau du cœur. Et le troisième, il se trouve au niveau du 3e œil. Donc le premier nœud, il vient travailler sur tous nos traumas, tous nos blocages, tous nos conditionnements, tous nos programmes. Il vient vraiment travailler sur notre sens du moi, sur notre ego et donc toutes les identités qu'on s'est construites pour se rassurer et pour se protéger. Donc quand on vient libérer ce premier nœud, ce nœud au niveau du chakra sacré, c'est en fait tout l'apprentissage qu'on fait de sortir du triangle de Karpman, donc de sortir de ce triangle dans lequel on est en règle générale, qui est quand on passe du rôle de la victime à la sauveuse, au bourreau et qu'on tourne entre ces différents rôles. Ce premier nœud, en fait, il nous apprend à reprendre notre pouvoir créateur, à revenir dans notre souveraineté. C'est souvent le travail qui est le plus grand et le plus douloureux parce que ça nous demande de prendre la pleine responsabilité de notre vie et donc de libérer tous les blocages qui ont été conditionnés dans nos différents corps énergétiques. Et souvent, c'est pas uniquement nos blocages de cette vie-ci, mais c'est les blocages de nos lignées, donc transgénérationnelles, et c'est nos blocages karmiques. C'est important de bien comprendre que pendant qu'on fait ce travail de libération de nos conditionnements, on peut avoir des phases de bliss, donc d'activation de notre Kundalini, on peut avoir des montées de Kundalini, des activations de notre énergie vitale qui vient nettoyer nos canaux énergétiques. Donc on peut vivre des pratiques, typiquement un breathwork ou une Kundalini activation, qui va nous connecter à cet état de non-dualité et nous donner ces phases d'extase pure, ces phases orgasmiques. Mais une fois qu'on sort de ces phases-là, notre énergie de la Kundalini va toujours redescendre au niveau du nœud qui est en cours au quotidien. Donc c'est pour ça que c'est un travail tellement long et que c'est pas juste une séance, même si il y a eu la sensation de connecter à quelque chose d'infini, c'est pas une séance qui va nous élever notre Kundalini. Et c'est aussi pour ça que même une montée spontanée de Kundalini, ça veut pas dire que la Kundalini reste activée. C'est juste que c'est venu comme vraiment nous faire ce méga wake-up call. Donc, au fur et à mesure qu'on déconditionne ce nœud qui est situé au niveau de notre chakra sacré, on va sortir de cet état de dualité pour entrer dans un état de non-dualité. Et c'est là que petit à petit, la Kundalini va monter jusqu'à atteindre le nœud qui se trouve au niveau du cœur. Et là, ce nœud, il va nous faire travailler avant tout le pardon. Parce que quand on travaille au niveau du cœur, on réalise qu'on est tous une émanation du divin et donc que chaque être mérite l'amour. Et ça nous pousse à vraiment sortir de cette notion de bien et de mal pour entrer dans un état de compassion profonde. Mais de nouveau, tu imagines à quel point c'est un travail qui peut être difficile et douloureux, surtout si on a vécu des abus, des immenses traumas dans le passé par la main de quelqu'un. Et en fait, pour faire sauter ce nœud-là, il y a vraiment ce travail de compassion profonde et de pardon profond à toutes les personnes qui ont pu nous faire du mal en reconnaissant que en fait c'était des acteurs dans notre vie pour nous aider à nous reconnecter à cet amour inconditionnel. Donc ça c'est aussi un immense nœud et un cadenas qu'on met beaucoup de temps à libérer, à déconditionner. Souvent il se fait en parallèle avec le cadenas du chakra sacré.
Et finalement, le dernier nœud se trouve au niveau du troisième œil et lui, il va vraiment nous connecter à toute la sagesse de l'univers. Donc, quand notre Kundalini monte de manière organique, équilibrée, consciente et constante au niveau de notre troisième œil, on vit une désidentification complète en fait de notre individualité. On va voir au-delà des filtres. Et donc à ce moment-là, en fait, on entre dans un état de claire connaissance où on télécharge instantanément toutes les informations de l'univers. Et de nouveau, ça c'est un état qu'on peut atteindre partiellement, parfois, dans certaines expériences, typiquement avec les plantes psychotropes, mais pour le maintenir au quotidien, c'est un état de maître incarné qui demande une pratique constante, consciente, extrêmement fine et une maîtrise subtile énergétique en fait. Donc, il y a, pour ainsi dire, presque personne d'incarné sur Terre qui a sa Kundalini complètement activée. Et pour moi, c'est pas un but d'atteindre ça. Donc, c'est vraiment se détacher de cette notion de j'élève ma Kundalini pour atteindre quelque chose. Non, en fait, tout ce travail avec notre Kundalini, c'est surtout de déconditionner au maximum tout ce qui nous maintient dans la souffrance pour nous reconnecter à notre pouvoir créateur et à cette énergie vitale qui pulse à l'intérieur de nous. Et donc, quand notre Kundalini est élevée de manière naturelle et intégrée, en fait, on ne sait pas qu'elle est là. C'est-à-dire qu'elle va vibrer en nous, mais comme il y a plus cette identification à l'ego et à l'identité spirituelle, eh bien, on est juste dans un état de bliss. Et il y a plus du tout cette recherche d'atteindre quelque chose. Et surtout, on associe souvent la Kundalini à ce truc où il y a des convulsions, où il y a beaucoup de mouvements dans le corps. En fait, quand la Kundalini est réellement élevée à travers tous nos canaux énergétiques, tous nos nadis et tous nos chakras, eh bien, il n'y a plus ces convulsions parce que l'énergie circule librement. Quand il y a des convulsions dans le corps, c'est que en fait, l'énergie est en train de taper sur certains blocages, sur certains espaces qui sont conditionnés à l'intérieur de nous pour les libérer. Et ça, pour moi, c'est un élément qui est hyper important à ancrer parce qu'il y a cette croyance, surtout dans notre société occidentale, qui est dans la recherche du sensationnel. Ce truc de si je bouge dans tous les sens, si je crie, si je pleure, ça veut dire que je suis hyper éveillée et que je suis hyper connectée. Au contraire, ça veut dire qu'on peut être hyper éveillé, hyper connecté, mais ça veut dire surtout qu'on est hyper humain et qu'on est en train de libérer des blocages pour aller vers cette élévation de conscience et pour aller vers cet état d'amour pur en fait. Et donc là, pour moi, c'est important de rajouter quelque chose, c'est que du coup, il y a pas mal de personnes qui ont vécu des montées spontanées de Kundalini et qui voient du coup le breathwork, le Kundalini yoga, même la Kundalini activation comme quelque chose de dangereux parce qu'elles ont peur de repartir dans cette expérience tellement douloureuse et tellement intense. Donc, pour moi, c'est important de te mentionner que c'est pas dangereux de faire ces pratiques. Au contraire, ces pratiques, si elles sont guidées par un praticien expérimenté qui sait travailler avec la Kundalini et qui sait la diriger et l'accompagner de manière sécure, en fait, ces pratiques vont te permettre justement d'intégrer ce que tu as pu ouvrir et te permettre de revenir dans ton corps et d'ouvrir ton canal de manière safe, de manière alignée et de manière consciente. Et donc, avec tout ça, qu'en est-il de toutes ces Kundalini activations qu'on voit fleurir un peu partout ? Donc, comme je l'ai expliqué, et comme je pense que tu le ressens à travers toute cette première partie de ce podcast, la Kundalini, c'est une énergie extrêmement puissante et infinie. Donc, c'est pas nous, humains incarnés, qui avons le pouvoir de la diriger et de la contrôler. C'est une énergie qui est incontrôlable. Et c'est pour ça que, pour moi, juste dans le terme Kundalini activation, il y a déjà quelque chose qui est fallacieux. Parce qu'on vient déjà comme induire cette idée qu'on va venir activer la Kundalini. Non, on va venir activer notre énergie vitale pour fluidifier nos différents corps énergétiques, pour aider la Kundalini à monter doucement. Et du coup, beaucoup de ce qu'on voit qui s'appelle Kundalini activation, c'est en réalité plutôt une mise en scène. En fait, ce qui se passe, c'est que c'est plutôt une activation du système nerveux.
C'est-à-dire qu'il y a ce truc où on voit sur les réseaux sociaux ces images de ces personnes qui convulsent dans tous les sens, qui font le pont, qui sont méga activées, qui pleurent, etc. Et donc ça, le fait de voir ces images, ça vient déjà activer en fait notre système sympathique, donc le système nerveux qui est associé au stress, et ça vient créer des attentes, ça vient créer un peu ce truc de ça a l'air effrayant, en même temps ça a l'air hyper intéressant, et si je pouvais vivre ça, ça a l'air fou, ça a l'air sensationnel. Donc il y a cet intérêt qui est déjà activé par toute la communication qui est faite autour des Kundalini activations. Et quand on arrive dans l'espace, souvent ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir une démo, ça se fait pas toujours, mais en fait cette démo elle permet de continuer à activer ce système sympathique, de continuer à activer un peu cette excitation. Et ensuite, on allonge les participants. Et le simple fait d'être allongé, ça vient activer notre système parasympathique, donc celui du repos. Et après, il y a une playlist qui est mise. Et cette playlist, elle est créée de manière hyper spécifique pour venir co-activer justement plutôt le côté sympathique, donc le côté colère, sensation forte, et le côté parasympathique en même temps, qui va être le côté relâchement, relaxation, détente. Et donc, tu vois qu'il y a vraiment tout un setup qui est créé pour qu'on ait à la fois l'excitation, la peur, le système sympathique qui soit activé, et à la fois qu'on ait cet état de détente. Et donc, il y a une coactivation du système nerveux qui vient comme activer en fait nos ondes cérébrales et qui vient générer des courants électriques dans le corps. Et donc, la plupart du temps, les convulsions qu'on va pouvoir voir dans les activations de la Kundalini, c'est pas du tout la Kundalini, c'est le système nerveux qui vit cette coactivation. C'est vraiment un immense conditionnement mental qui fait que en fait notre mental il est très très fort, hein. Donc notre mental il va chercher à reproduire pour se dire ah ouais moi aussi j'ai ma Kundalini activée, moi aussi je peux vivre tout ça, et du coup il va comme envoyer les informations dans le corps de manière hyper subtile, hein. On n'a pas l'impression que c'est nous qui le dirigeons, mais ça va venir activer ces courants énergétiques et donc mettre en mouvement notre corps. Alors, c'est pas nécessairement négatif parce que le fait qu'il y ait cette énergie qui s'active, ça vient déconditionner des choses à l'intérieur de nous, ça peut venir libérer des traumas. Le problème, c'est quand l'espace est tenu par un facilitateur qui n'a pas une maîtrise subtile des énergies, qui n'a pas nécessairement ouvert l'espace de manière multidimensionnelle, parce que en fait, ça vient ouvrir tellement de choses à l'intérieur de nous que on sait pas ce qui va rentrer et ce qui va sortir de notre champ énergétique. Et l'autre problème, c'est quand c'est un facilitateur qui est en fait dans la recherche de performance, donc où il y a cette croyance que une Kundalini activation réussie, c'est une séance où il y a beaucoup de larmes, il y a beaucoup de cris, il y a beaucoup de mouvements, et où du coup, inconsciemment, souvent le facilitateur va comme forcer l'espace pour qu'il y ait quelque chose qui soit impressionnant. Et donc, on n'est plus au service de l'énergie, mais on vient comme pousser l'énergie à aller dans certains espaces du corps pour avoir cette impression que j'ai bougé, donc du coup, il s'est passé quelque chose. Et donc, à ce moment-là, on passe dans une activation artificielle où on croit qu'on est en train de travailler avec notre énergie vitale et avec notre Kundalini, mais en réalité, c'est surtout une suractivation du système nerveux. Et du coup, ce qui est réellement problématique là-dedans, c'est quand il y a une répétition. C'est-à-dire que du coup, on se dit « Waouh, c'est tellement incroyable !» et je me sens tellement libérée, forcément parce que le système nerveux a tellement déchargé qu'on est venu libérer des choses, mais que du coup, on retourne et on retourne et on retourne. Et en fait, le problème dans beaucoup d'espaces de Kundalini activation, c'est que le schéma des playlists est toujours le même, hein. Il est comme en forme de cloche, en fait, avec du coup un début assez doux, puis un pic, puis une redescente. Et en fait, ça, inconsciemment, le système nerveux, il vient reconnaître un schéma, parce que c'est comme ça que notre corps fonctionne. Donc il reconnaît le schéma, il sait qu'il va à chaque fois y avoir ce pic-là, et donc ça va être le moment où on va pouvoir libérer, décharger, lâcher toutes les émotions. Et donc on n'est plus en train de vivre le processus depuis le corps, mais c'est le système nerveux qui est en train de guider le processus. Et donc là, on vient créer une addiction. Et c'est ça qui est assez fou, c'est que du coup, beaucoup de personnes vont à peine se poser en espace, que leur corps va déjà se mettre à convulser parce qu'il est déjà dans l'anticipation de l'expérience impressionnante qu'il va vivre.
Et donc en fait, on n'est que sur du conditionnement et pas du tout sur quelque chose de naturel. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il y a pas mal de facilitateurs de breathwork qui peuvent se retrouver avec des personnes qui partent dans ce qui pourrait sembler être une activation de la Kundalini durant leur séance. C'est pas nécessairement que c'est la Kundalini qui s'active, mais c'est en fait que comme il y a de la musique en breathwork et que le corps est en position allongée, donc que en fait c'est un peu un setup qui est similaire au setup des Kundalini activation, eh bien le système nerveux à ce moment-là il se dit « Ah, je connais ça, là je vais pouvoir vivre des libérations » et du coup il va se mettre à convulser. Donc voilà, c'est important d'avoir conscience que beaucoup des choses qu'on voit qui s'appellent Kundalini activation, en réalité, c'est beaucoup de conditionnement. Et ça devient très vite artificiel et on n'est pas en train de travailler avec vraiment notre énergie vitale profonde et surtout la sagesse organique du vivant. Maintenant, je balance quand même mes propos parce que ça vient tout de même d'une technique hyper ancrée et hyper profonde. En réalité, ce qu'on voit aujourd'hui sous le terme de Kundalini activation, son origine, c'est Inner Dance. Et Inner Dance, le principe, c'est pas un principe d'activation du système nerveux, mais c'est surtout plutôt un principe de sound healing, de guérison sonore. Donc en fait, en Inner Dance, ce qui vient activer notre énergie vitale, c'est la façon dont la playlist est construite. Elle est construite d'une manière extrêmement spécifique pour venir activer nos ondes cérébrales, puisque les ondes sonores viennent agir sur nos ondes cérébrales en vibration, en fait, pour venir activer des courants électriques, pour venir fluidifier notre énergie vitale. Et ce qui est intéressant avec tout le mouvement Inner Dance, c'est que le fondateur, Pai Vilaratsa, il travaille directement avec des scientifiques, avec des médecins, avec des chercheurs, et lui, il est vraiment, presque plus que dans la science pour prouver ses résultats, mais du coup, il y a une conscience extrêmement fine du système nerveux et il fait évoluer continuellement la technique pour s'assurer justement de ne pas rentrer dans des dépendances, de ne pas rentrer dans quelque chose de finalement contrôlé et pour vraiment laisser l'énergie naturelle de la personne s'activer pour venir libérer les traumas qui sont stockés dans le corps physique et dans les différents corps énergétiques. Donc voilà, Inner Dance, ça va être cette approche à travers la musique. Et ensuite, il existe d'autres techniques, typiquement le spine attunement, qui se fait sans musique, parce que en fait, cette énergie vitale, si on a un facilitateur qui cultive cette énergie à l'intérieur de lui, et normalement c'est la base en fait pour faciliter des espaces comme ça, parce qu'on ne peut rien transmettre qu'on ne vit pas à l'intérieur de nous. Mais donc s'il y a un facilitateur qui a cette maîtrise énergétique, eh bien il va aider à créer un champ énergétique pour que la propre énergie vitale de la personne dans l'espace puisse elle-même s'activer pour venir s'auto-nettoyer et s'auto-purifier. Donc ma conclusion et le message clé que je veux faire passer, c'est que c'est pas tant l'outil qui est important, mais c'est vraiment le facilitateur. Et c'est important, si tu te sens appelé à activer et à éveiller ta Kundalini, de pas nécessairement te laisser emporter par les hypes, les trends et surtout tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, mais que tu te laisses appeler par vraiment la personne, le facilitateur avec qui tu as envie de travailler, où tu sens qu'il y a une vraie histoire de vie derrière en fait, et qu'il y a une vraie incarnation et intégration des énergies avec lesquelles la personne travaille. Et personnellement, du coup, j'aurais plutôt tendance à aller chercher des sessions qui sont moins dans le sensationnel, en fait. Parce qu'en règle générale, si c'est moins sensationnel, ça veut dire qu'on est vraiment beaucoup plus dans la subtilité profonde de l'énergie vitale. Et le plus important dans tout ça, c'est surtout de te rappeler que la Kundalini, avant tout, elle vit à l'intérieur de toi. Et donc que ça part de toi et que c'est toi qui as le pouvoir et que ça prend du temps de l'élever. C'est pas une session, une fois, qui va te libérer de tous tes blocages et qui va te rendre tantrika ou hyper connecté à la spiritualité. Donc si un facilitateur te vend une session de quoi que ce soit comme la solution à tous tes problèmes, en règle générale, ça sera pas ça. Et oui, ça aide, mais les clés pour vraiment avoir une activation organique, ça va être de travailler sur ton énergie sexuelle et sur ta relation à ton corps. Ça va être de fluidifier ton prana par des pratiques différentes
pour justement pas créer une habituation. Donc comme le breathwork, le tantra, la méditation, le yoga, le cacao cérémonial. Ça va être d'élever ton taux vibratoire à travers ton alimentation, à travers ton hygiène énergétique, à travers un travail sur tes émotions. Ça va être un travail profond, et ça c'est un travail plutôt mental, sur tes croyances limitantes pour déconditionner tous les programmes qui existent dans tes corps. Et ça va être surtout de lâcher la performance, de lâcher les attentes. Parce que plus on cherche à atteindre quelque chose, plus on se coupe de l'expérience, donc on sort du corps, on rentre dans le mental, et on n'est pas en train d'activer notre énergie vitale, notre Kundalini. Donc la Kundalini, c'est pas un but. C'est vraiment un état naturel qui se déploie quand on enlève les blocages qui existent à l'intérieur de nous. Et si ce concept se déploie tellement actuellement, c'est pour nous permettre de revenir dans nos corps et dans nos pouvoirs créateurs. Donc c'est génial, c'est magnifique. Mais c'est important de ne pas perdre de vue ce qui compte réellement. Et ce qui compte réellement, c'est notre alignement au quotidien. C'est comment est-ce qu'on se comporte envers nous-mêmes et envers ceux qui nous entourent. La vraie cérémonie, elle est dans la vraie vie. Toujours. Donc si t'as fait X sessions d'ayahuasca où la plante t'a dit que t'étais Dieu sur Terre, si tu vis des breathworks du tonnerre où tu enchaînes les orgasmes, si tu connectes à toutes tes vies intérieures en Kundalini activation, mais que t'es en dépression dans ton quotidien, que ton couple bat de l'aile et que t'es malheureuse dans ta vie, c'est qu'il y a quelque chose d'autre à aller explorer. Et pour moi, c'est vraiment le message clé de cet épisode, c'est que la spiritualité, c'est pas de la fuite. C'est une réincarnation ici et maintenant. Donc voilà un peu pour ce long épisode. C'était important pour moi de vraiment aller expliquer et déconditionner en profondeur. Donc n'hésite pas à soit mettre en commentaire sur la plateforme d'écoute, soit venir me partager sur Instagram comment ça a résonné pour toi, quelle est ton expérience autour de cette énergie de la Kundalini. Et puis si tu sens que tu as envie d'apprendre à cultiver ton énergie vitale, à ressentir cette énergie sexuelle, cette énergie créatrice, à te reconnecter à ta jouissance, à ta dimension libre et sauvage, à toucher cette puissance de Shakti, cette puissance de la Kundalini, à réveiller ce féminin infini, c'est tout ce qu'on fait à travers le temple de Shakti. Je propose des pratiques qui sont extrêmement vastes pour justement pouvoir aller travailler sur tous les corps et réveiller cette sagesse innée à l'intérieur de nous, dans nos utérus. Donc je te mets tous les détails en description, n'hésite pas à venir rejoindre cette communauté de femmes vibrantes, merveilleuses et hyper soutenantes. Et puis si tu te sens appelée à faciliter des espaces et à travailler avec la Kundalini, c'est génial. Et suis cet appel. Mais n'oublie pas que ça commence avant tout par un profond travail sur toi. Parce que, comme je l'ai expliqué, la réelle version de la Kundalini, ça va monter de manière ancrée qu'au fur et à mesure qu'on libère notre champ énergétique. Et donc, pour faciliter des espaces qui travaillent avec ces énergies, eh bien, on a besoin de la cultiver avant nous, à l'intérieur de nous. Et donc, c'est vraiment pas les titres qui comptent là-dedans, mais c'est l'expérience de vie. C'est vraiment là la clé de toutes les pratiques spirituelles qui se déploient actuellement, c'est que c'est pas l'outil qui compte. C'est vraiment la façon dont l'espace est tenu. C'est la maîtrise des plans subtils et la capacité de naviguer dans différentes dimensions depuis son ancrage personnel et son alignement. Et surtout, c'est cette capacité de sortir en fait du moi quand on tient les espaces pour rentrer dans le soi. Donc cette capacité de se mettre au service de plus grand en lâchant toute attente sans chercher à obtenir quoi que ce soit. Et c'est pour ça que j'ai développé la formation Femme Médecine, pour justement apprendre à tenir ces espaces multidimensionnels de guérison de manière sécure, ancrée, avec cette impeccabilité personnelle. Donc dedans, on va explorer la technique de l'activation de l'énergie vitale, qui s'apparente au final à des Kundalini activations, à travers la création de playlists spécifiques, mais c'est basé avant tout sur l'activation de ta propre médecine et de ton propre champ énergétique. Donc c'est vraiment une formation qui est unique dans le monde francophone parce qu'elle vient toucher vraiment sur tous les plans de ton être pour t'aider à trouver ta signature énergétique et faciliter des espaces dans le respect de ton propre champ énergétique et de celui des participants. On sort vraiment du copier-coller pour trouver ta voie, ta mission, ta vibration. C'est un mix vraiment plutôt entre mentorat et formation. Donc si ça résonne en toi, si t'es soit en reconversion professionnelle, soit déjà thérapeute, mais que tu souhaites approfondir ta maîtrise subtile des énergies, soit
simplement curieuse et que tu as envie vraiment d'aller transformer ta vie parce que c'est un vrai voyage transformateur, n'hésite pas à retrouver aussi tous les détails en description et à m'écrire si tu as la moindre question. Je me réjouis vraiment de plonger dans cette formation avec le groupe de femmes qui est en train de se tisser là autour. Voilà, j'espère que ce voyage autour de cette énergie de la Kundalini t'a parlé, que ça t'a donné des nouvelles pistes d'exploration, des nouvelles clés. Je me réjouis de te lire, de savoir comment ça a résonné pour toi. N'hésite pas aussi à le partager aux personnes autour de toi qui pourraient être intéressées et à noter ce podcast aussi sur la plateforme d'écoute sur laquelle tu es parce que ça m'aide vraiment à gagner en visibilité. Et je t'envoie tout mon amour et je me réjouis de te retrouver ici ou ailleurs tout bientôt.